Donc nous passons à la deuxième présentation donc, qui va nous parler de l'impact de la démarche QVT de l'ANACT, donc enquête sur les acteurs et les pratiques de la QVT au regard de la définition de la démarche QVT. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une enquête sur les acteurs et les pratiques de la qualité de vie au travail au regard de la définition et de la démarche QVT de l'ANACT. J'ai mené cette enquête dans le cadre de ma deuxième année de thèse que je mène en psychologie et ergonomie à l'université Côte d'Azur, donc à Nice, au LabCos. Et je mène cette thèse sous la direction d'Edith Gali. Alors, la qualité de vie au travail en France, d'abord, j'ai hésité à vous embêter avec une définition de la QVT, mais j'ai pensé que c'était important puisque, rappel préalable, mais il n'existe toujours pas aujourd'hui. C'est un terme polyphasique, donc il est approché par une multiplicité de disciplines, que ce soit la psychologie, la médecine, l'économie, le droit, enfin voilà. Et il est également présent, ce terme, dans le discours à la fois politique et à la fois scientifique. Donc ça fait tout un sacré mélange. Et aujourd'hui, on considère que la QVT, c'est davantage un objectif à poursuivre sur le terrain de l'entreprise qu'un concept à évaluer. Donc, dans le cadre de notre enquête, on s'est basé sur une partie de la définition de la QVT donnée par les accords nationaux interprofessionnels de la qualité de vie au travail, donc publié par le ministère du Travail en 2013, qui nous dit que la notion de QVT renvoie à des éléments multiples. Alors ça, c'est sûr, puisque la définition, elle fait quasiment 2 pages et demie, relatif en partie à chacun des salariés. Donc cet aspect est très important en QVT. On considère les aspects subjectifs des personnes au travail, comment elles se sentent dans leur travail, leur vécu, est-ce qu'elles ont l'impression de bien réaliser leur travail. Et on lie cet aspect-là à des éléments objectifs qui structurent l'entreprise, c'est-à-dire à des éléments qui vont renvoyer plutôt à la performance au travail. Donc l'idée, c'est toujours de mener des démarches sur les conditions de travail dans un double objectif de santé, de bien-être et de performance au travail. La démarche QVT de l'ANACT. Alors, d'abord, l'ANACT, qu'est-ce que c'est? On ne sait jamais, mais je suppose qu'ici, tout le monde connaît. C'est l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail qui s'est saisie des préconisations de l'ANI, QVT paru en 2013, sous la forme d'articles à la base, et qui les a mis, qui a cherché à les mettre en application au format d'une démarche qui comprend, vous allez le voir, 4 étapes et un certain nombre d'outils. En 2017, cette démarche est publiée au sein d'un ouvrage qui s'appelle « Agir sur la qualité de vie au travail », identifier les enjeux et sensibiliser les acteurs, poser un diagnostic, rechercher les solutions par l'expérience, déployer et pérenniser la démarche. En 2019, cette démarche est reprise au sein d'un guide destiné aux acteurs de la fonction publique et les outils qui vont appuyer les étapes de cette démarche. Donc c'est sur ce guide qu'on s'est appuyé pour mener notre enquête. Donc très rapidement, les étapes dont on va parler, ce sont les étapes de conception de pilotage, de diagnostic et de choix d'expérimentation et d'évaluation embarquée, de pérennisation et de déploiement de la QVT. En pratique, vous allez intervenir en entreprise pour améliorer les conditions de travail. Vous avez une première phase où vous rencontrez les différents acteurs de l'entreprise, donc de la direction, de l'encadrement, des représentants du personnel, par exemple. Vous cadrez la démarche. Vous dites, bon ben voilà, on va intervenir sur tel sujet, au moyen de telle méthode, avec telle personne. Et ensuite, vous vous rendez normalement sur le terrain pour aller diagnostiquer les situations de travail. Vous menez des observations, des entretiens, que sais-je. Et puis, à l'issue de ce diagnostic, des problématiques vont émerger et on va réfléchir à des solutions pour limiter ces problématiques. Ces solutions, on va les tester sur le terrain et l'idée, c'est que si elles fonctionnent, si elles améliorent les conditions de travail, on les pérennise. Et on continue cette démarche, on l'espère, au sein de l'entreprise avec d'autres sujets. Les outils, je ne vais pas tous les lister, mais ils sont dans le guide et il y en a
plusieurs pour soutenir chaque étape. La question qu'on s'est posée, parce que j'ai oublié de le préciser, mais avant de faire ma thèse, j'ai été ergonome et j'en ai vu des démarches que je n'ai pas toujours pu appliquer sur le terrain. Donc je me suis demandé si cette très belle démarche sur le papier était réellement appliquée sur le terrain. Et pour tenter de répondre à cette question, on a conçu un questionnaire élaboré sur la base donc, de chaque étape que je viens de vous présenter et sur les outils qui sont décrits au sein du guide QVT. Et on s'intéressait à 5 dimensions. D'abord, est-ce que les personnes qui répondaient à notre questionnaire étaient d'accord avec la définition de la QVT telle que proposée par l'ANACT? Ensuite, quels étaient leurs profils d'acteurs QVT? À quelle fréquence ils estimaient déployer les 4 étapes de la démarche et à quelle fréquence ils estimaient utiliser les outils qui sous-tendent, qui sont censés appuyer ces étapes. Et enfin, dans quelle mesure ils étaient d'accord pour dire qu'ils percevaient des limites à déployer ces étapes et ces outils. Ça peut être des limites de temps, des limites de budget, des limites d'accord avec les décideurs. On posait la question de la direction juste tout à l'heure. Et ce questionnaire a été diffusé, je cite, à des personnes considérant mener des actions QVT dans le cadre de leur activité professionnelle. Alors, au niveau des résultats, on a une part de 84,06% de notre échantillon qui estime être d'accord à tout à fait d'accord avec la définition de la QVT telle que proposée par l'ANACT. Une part de 10,14 qui n'est pas d'accord à absolument pas d'accord avec cette définition. Et 5,78 qui a du mal à se positionner puisqu'elle est ni d'accord ni pas d'accord. Et donc, ça reflète quand même pas mal le fait qu'il n'existe pas de définition consensuelle de la QVT encore aujourd'hui. Au niveau des profils d'acteurs QVT, vous allez le voir, ils sont variés. Quand on parle de profils d'acteurs, en fait, on s'est intéressé à différentes catégories pouvant les caractériser, donc leur genre, leur âge, leur niveau d'études, depuis combien de temps ils menaient des missions QVT, comment ils avaient été formés à la QVT, par qui, durant combien de temps, quel type d'intervenants sont-ils quand ils mènent des actions QVT? Est-ce qu'ils les mènent en interne? Est-ce qu'ils sont plutôt consultants? Est-ce qu'ils sont plutôt de service santé au travail? Quel est leur poste principal? Quel temps ils estiment pouvoir passer pour mener leur mission QVT? Et dans quel contexte ils interviennent pour mener leurs actions QVT? Et donc, sans rentrer dans les détails, vous voyez que voilà, on a un panel varié. On peut avoir des psychologues, des salariés exécutifs, des autres, des chargés QVT temps plein, des consultants, des formateurs, des directeurs de services, des enseignants-chercheurs, des ergonomes, des gestionnaires des ressources humaines, une part majoritaire d'intervenants ou conseillers en prévention en santé et en sécurité au travail et des managers d'équipe. Au niveau de la fréquence de déploiement des étapes et de la fréquence de recours aux outils, c'est tout aussi varié puisque finalement, les acteurs, ils mettent en place des étapes de conception, de diagnostic, d'expérimentation et de pérennisation. Jamais, parfois, souvent ou toujours. Et de même, pour les outils, ils utilisent un petit peu tous les outils dans des proportions variables. Alors, à savoir que pour les étapes, l'étape principalement mise en place reste la conception de la démarche, donc l'étape 1, d'accord ? Et allez savoir pourquoi, l'étape de pérennisation, donc la dernière étape qui découle finalement des précédentes, est plus mise en place que celle de diagnostic et d'expérimentation. Donc, je ne sais pas comment ils font entre la conception et la pérennisation, mais voilà, ça méritera des études complémentaires. Au niveau des outils, un résultat ressort particulièrement, c'est le fait que les outils spécifiquement développés par l'ANACT, donc disponibles sur leur site, sont finalement les moins utilisés. Donc probablement parce qu'il faut aller sur le site pour connaître ces outils. Enfin, au niveau des limites perçues, c'est modéré, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que les acteurs de la QVT perçoivent des limites à intervenir en entreprise qu'ils interviennent moins. Par contre, quand cette perception de limite est très forte, alors ils utilisent moins les outils et ils déploient moins les étapes.
En conclusion, donc conformément à nos attentes, nous avons pu mettre en évidence des profils d'acteurs et des pratiques QVT variées, probablement car ces acteurs adaptent leurs pratiques compte tenu des limites qu'ils peuvent percevoir sur le terrain. Donc on suppose qu'il y a une appropriation de la démarche plutôt qu'une application de la démarche à la lettre. Attention à ce que je suis en train de vous raconter parce qu'il y a une grosse limite à notre étude, c'est la taille de notre échantillon et donc une puissance statistique très faible. Mais on estime que ça peut être une première étude pilote intéressante à réitérer au vu de la bonne consistance interne du questionnaire qu'on a vérifié au préalable. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Fanny pour cette présentation précise. Finalement, le fait qu'il y ait des profils très différents et qu'il y ait des appropriations et une application qui n'est pas à la lettre de la démarche, moi je trouve que c'est plutôt rassurant. Ça montre que ce n'est pas l'affaire d'une catégorie bien dédiée. Alors, est-ce que vous avez des commentaires, des réactions ? Oui ? Alors, d'abord, derrière vous. Oui, Henri. Merci. C'est juste une réflexion, parce que votre résultat est intéressant quand vous dites que la conception... Il faut que je parle plus fort, oui, comme ça. Oui, que la conception est a priori plus importante et la pérennisation également, et pas le diagnostic et l'expérimentation. Je fais le parallèle avec les processus en design et en innovation, où finalement la conception... elle est intriquée avec l'expérimentation et le diagnostic. Si vous prenez le design thinking, par exemple, les phases d'empathie, d'idéation, etc., sont mobilisées dans le même temps. Donc, est-ce que c'est finalement pas parce que dans la pratique, concevoir appelle aussi dans le même temps à diagnostiquer et expérimenter, là où on peut entendre que la pérennisation est un temps second qui s'inscrira dans le temps? C'est très possible et c'est la limite du questionnaire finalement qui a été conçu sur les étapes comme ça chronologiques de l'ANACT, mais très probablement si on se rend en entreprise et qu'on va observer le travail réel des intervenants, j'imagine oui, qu'il lie un petit peu tout à la fois. Et même pour des contraintes de temps justement, enfin, c'est très difficile de mettre en place des choses comme ça consécutivement. Dès qu'on a du temps pour intervenir en entreprise, on le prend et on condense. Merci en tout cas pour l'idée. Merci à vous. Je poursuis sur l'intervention de Henri, sur ce questionnement que vous tissez autour de pourquoi le diagnostic et l'expérimentation sont des phases en fait un petit peu moins suivies que la conception et la pérennisation. Moi, j'ai eu la chance d'être chargée de mission à l'ANACT sur la période que vous décrivez et d'être en charge de l'animation des clusters QVT. Donc il y a, de mon point de vue, deux éléments. C'est le contexte de la mise en place des clusters QVT portés par la DGCS à ce moment-là. Donc, une force de frappe en région, en fait, de déploiement des démarches très fortes. Et puis, en fait, sur le terrain, la phase de diagnostic et d'expérimentation au sein des établissements, quand on anime 4 ou 5 établissements en parallèle pour mettre en place ces dispositifs, en fait, ça bouscule les organisations. Et il y a quelques établissements, pas tous, qui ne poursuivent pas la démarche. Donc mon interrogation par rapport à vos résultats, c'est est-ce que ceux qui ont soit abandonné, soit ont une démarche un petit peu moins active au début parce que ces changements ont bousculé l'organisation, les échanges au sein de la gouvernance, est-ce que les chargés de mission, justement, ils ont accompagné dans le temps qui leur était imparti la mise en place de la conception, et puis ils ont donné des orientations de pérennisation, n'ayant pas pu suivre forcément une expérimentation telle qu'ils auraient souhaité la conduire avec les balises qui étaient celles de l'ANACT, ou bien il y a peut-être d'autres éléments d'hypothèse de concertation et de pérennisation qui se mettent en place à l'issue avec des relais en interne, mais qui sortent du champ de l'accompagnement QVT, qui peuvent être des éléments qui reviennent sur des éléments de RPS plus outillés, parce que c'est là où on se rend compte des phases un petit peu entre RPS et QVT qui se chevauchent en établissement. Donc voilà mon questionnement ou peut-être mon interrogation, mais merci pour ce travail, c'est intéressant de voir ça de l'autre côté du miroir. Merci.
Et du coup, je vais répondre à peu près la même chose, mais c'est ce qui manque en fait, c'est d'aller voir, d'aller interroger les personnes au-delà du questionnaire où on a des questions qui limitent notre connaissance de ce qui se passe dans la réalité, oui. Merci Philippe. pour votre présentation. Ma question elle est plus généraliste que votre présentation, puisqu'on connaît bien l'ANACT et tout ce qu'ils font. Vous avez forcément fait de la revue de la littérature par rapport à ce qui a été fait. Est-ce que, au niveau de l'évaluation de l'impact des actions de l'ANACT, est-ce qu'il y a eu des publications sur cet impact directement sur la QVT ou sur les marqueurs de la QVT? Alors, vous me posez une colle parce que je ne suis pas allée jusque-là. Je suis sur une autre phase de ma revue. J'ai entendu parler donc des clusters. Il me semble avoir vu paraître effectivement des retours pas plus. Voilà, il faudrait que je m'y penche davantage. Et je ne sais pas non plus comment. En fait, il y a eu une évaluation qui était faite par le ministère, qui était présentée, mais qui avait quand même beaucoup de biais qui fait que c'était peu interprétable. Pour rester aussi généraliste, et j'aurais bien aimé rester pour la démarche participative, mais j'ai un train à prendre pour rester à Nice. Mais c'est le problème en fait des interventions, c'est que finalement, c'est rare qu'on évalue déjà correctement leur impact et leur efficacité. Et en fait, c'est rare qu'on arrive jusqu'à l'étape de pérennisation. On fait de très beaux diagnostics, mais la transformation, on en parle beaucoup moins. Oui, on peut rajouter aussi sur ce point qu'il n'est pas toujours évident par des acteurs qui rentrent complètement dans la démarche de prendre la mesure et d'avoir la conscience de leur propre transformation. Et pour le coup, le regard extérieur peut être utile. Encore faut-il qu'il y ait un étalonnage suffisant qui permet de mesurer la progression objective dans un tel processus. D'autres commentaires, questions? Alors j'en ai personnellement une petite dernière. C'est ce problème que vous posez de manière implicite sur le degré de contextualisation, de décontextualisation, vous l'avez évoqué un petit peu à la fin. Il y a le contexte institutionnel, en fonction de la volonté avec laquelle l'institution va porter le dispositif. Ça, c'était le premier point. Est-ce que vous avez pu le mesurer? Deuxièmement, il y a peut-être aussi la question du statut de l'acteur, selon qu'on est officiellement chargé de cette mission QVT ou pas. Je ne suis pas certain d'ailleurs qu'en étant officiellement chargé, on soit plus efficace, mais est-ce que vous avez pu mesurer ça? Alors non, l'échantillon, il est trop petit pour partir des catégories qu'on a pu identifier d'acteurs et voir comment ils se comportent en termes d'étapes, en termes d'outils, malheureusement. Et je reviens sur le début de votre remarque par rapport finalement à l'engagement des directions. Qui est évalué par les limites. On a une question en fait sur cet engagement des directions et mis à part la modération qu'on peut voir à la fin, mais qui tient compte de limites confondues, c'est-à-dire que dans les limites, je disais, il y a le temps, il y a les ressources de l'intervenant, il y a est-ce que le projet QVT il est porté en interne par l'entreprise, par d'autres personnes que la direction, hein. Il y a une petite question sur la direction, mais il en faudrait plus. Merci beaucoup. Merci Fanny pour cette présentation.